Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, un gouvernement resserré, 32 membres pour accélérer le développement économique et social selon le programme La Côte d'Ivoire solidaire. Des postes ministériels fusionnés, les titulaires aussitôt à la tâche. Les premières passations de charges ont déjà eu lieu au ministère de la Communication et l'économie numérique et aux eaux et forêts. 65% des travaux réalisés au CHU de Yopougon. À terme, les populations vont bénéficier de soins de qualité. Le ministre de la Santé a visité le centre hospitalier universitaire en chantier. Pierre Dimba s'imprègne de l'état d'avancement de la phase 1 qui permettra de doter l'établissement de matériel de pointe. Et puis dans ce journal à suivre, le dossier VDC, les lycées et collèges sont des lieux d'apprentissage, mais aussi de socialisation. Les éducateurs et inspecteurs assurent la surveillance, l'administration et l'encadrement. Au moment où il est question des états généraux du secteur, on verra la contribution de ces acteurs pour l'amélioration du système éducatif. Et puis l'armée française annonce avoir filmé des images qui, selon elle, montrent les coulisses de la fabrication d'une infox par les Russes de la société Wagner au Mali. On y voit des hommes enterrer des corps près de la base de Gossi. Pour les militaires français, cette manœuvre vise à les accuser d'avoir laissé derrière eux un charnier. Au lendemain de la mise en place du gouvernement, c'est la place à la prise de fonction dans les cabinets. Ce vendredi, il s'est tenu la passation de charges entre Roger Adam Félix et Amadou Koulibaly, qui occupent désormais le poste de ministre de la Communication et de l'économie numérique. Il s'engage à poursuivre les chantiers dans la dynamique de son prédécesseur, Frédéric Oulaï Mahamatraoui. Reconduit comme ministre de la Communication dans le nouveau gouvernement, Amadou Koulibaly hérite aussi du portefeuille de l'économie numérique. Ce matin, il a reçu les dossiers liés à ce portefeuille des mains de son prédécesseur, Roger Adam. Le ministre sortant exprime sa reconnaissance au président de la République et au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. À son successeur, Roger Adam présente les défis du secteur de l'économie numérique. Les défis sont nombreux. Nous avons besoin du numérique pour accélérer la transformation de notre économie. Ce n'est pas vraiment des choses qui sont réellement perceptibles aujourd'hui, mais si on va aller beaucoup plus vite, si on veut accélérer, le numérique et le digital prennent tout leur sens. Et je suis persuadé que le ministre Amadou Koulibaly aura cette capacité-là. Je sais qu'il a beaucoup de talent. Dès sa prise de fonction, Amadou Koulibaly est fait commandeur de l'ordre du mérite de l'économie numérique. Il rend hommage à son prédécesseur pour avoir boosté le secteur de l'économie numérique à travers les réformes entreprises, acquis qu'il s'engage à capitaliser et à consolider en s'inscrivant dans la continuité. Des initiatives ont été prises par vous afin de réformer ce secteur et apporter des réponses aux problématiques qui sont complexes et nombreuses. J'arrive conforté et assuré que tous les acquis glanés durant votre passage à la tête de ce ministère seront capitalisés, consolidés, parce que mon action s'inscrit dans la continuité. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique exhorte ses collaborateurs à œuvrer en synergie en vue de relever les défis. Les lignes ont également bougé au ministère des Eaux et Forêts. C'est Laurent Tchagba qui remplace Alain Richard Donwayi ce poste lors de la passation de charges. Le nouveau locataire de ce département a dit sa détermination à capitaliser les acquis. Grâce Kando. Tout à 14e étage, ici c'est le ministère des Eaux et Forêts. Le cabinet a désormais un nouveau locataire. Laurent Tchagba, anciennement ministre de l'Hydraulique, reçoit les dossiers de ce département ministériel des mains du sortant Alain Richard Donwayi. Je voudrais relever qu'en l'espace de 4 ans, nous avons pu obtenir des résultats à plusieurs niveaux. J'en citerai quelques-uns. La création de 2 directions générales, le passage régional de 12 à 24, l'augmentation du nombre de directions départementales, de cantonnements et de postes forestiers. En outre, grâce à la bienveillance et au soutien financier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu équiper nos services en outils informatiques, en équipement de bureaux, puis avons doté les services de matériel roulant. Il faut y ajouter des armes et des munitions. Nous sommes un corps paramilitaire, des gilets pare-balles et les GPS. Des acquis que le ministre Laurent Tchagba entend capitaliser. Le travail de la préservation de la forêt, de la faune est essentiel
parce que c'est la forêt qui crée le microclimat et le microclimat qui permet l'évapotranspiration et cette évapotranspiration qui atteint la condensation et qui permet la pluie. Et quand il y a la pluie, c'est en ce moment qu'il y a l'eau dans les rivières. Et c'est tout cet ensemble-là que nous devons maîtriser avec la participation des uns et des autres. Désormais, ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba aura passé 4 ans à la tête du ministère de l'Hydraulique. Et il n'y a pas eu de changement au ministère de la Santé. Alors le ministre Pierre Dimba a visité le chantier de réhabilitation du CHU de Yopougon. Les travaux sont à 65% de réalisation. Ce renforcement du dispositif sanitaire va permettre d'offrir des soins de qualité aux populations puisqu'il est prévu de doter l'établissement de matériel de pointe. Khalil Diomandé, Didier Nguessan. Après sa reconduction à la tête du ministère de la Santé, Pierre Dimba est déjà sur le terrain pour adresser les grands chantiers. Présent cet après-midi au centre hospitalier universitaire de Yopougon, il constate l'état d'avancement de la première phase des travaux de réhabilitation lancés en 2020. Les travaux de cette phase concernent l'extension du bloc opératoire, du service d'urgence et de réanimation. À cela s'ajoute la rénovation des services de traumatologie, de néonatologie, de pédiatrie et de neurochirurgie. Pour l'heure, les travaux vont bon train. C'était important en tant que ministre de venir voir comment les choses se passent et surtout s'il y a des adaptations à apporter pour qu'à la fin, cet établissement soit non seulement fonctionnel, mais qu'il soit durable. Il y a du travail important qui est en train de se faire. Conformément à nos prévisions, ils sont à plus de 65% et je pense que c'est en bonne voie. Sur la date de réouverture du CHU de Yopougon, Pierre Dimba rassure. Mais on a fait mieux, c'est-à-dire qu'initialement, il fallait faire une première phase, réceptionner avec un fonctionnement, je pourrais dire, à minima de l'établissement et entamer les travaux de la deuxième phase. L'option que nous avons prise à mi-parcours, c'est donc de combiner les deux phases et de terminer l'ensemble du chantier donc en fin d'année 2023. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Pour le moment, le calendrier qui a été arrêté est suivi. Et donc, je pense que nous allons donc arriver à bon port. En plus de sa restauration totale, le CHU de Yopougon sera doté d'un plateau technique de dernière génération, conformément aux normes internationales. Et sa capacité d'accueil passera de 450 à plus de 500 patients. Le coût global des investissements est estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. En attendant sa mise en fonction, l'hôpital général de Yopougon-Atié, inauguré il y a 1 mois, est ouvert pour assurer la continuité des soins des populations de la commune. Et voyons à présent ce document sur les lycées et collèges qui sont des lieux d'apprentissage mais aussi de socialisation et de culture. Le personnel d'éducation à travers les éducateurs, les inspecteurs assume les charges de surveillance, d'administration et d'encadrement des élèves comme convenu dans ces missions et attributions. Quel est leur impact sur le travail scolaire des apprenants? Le système d'éducation ivoirien longtemps critiqué a engagé une réforme qui est en cours. Alors comment le personnel d'éducation peut-il contribuer à améliorer cette politique éducative? C'est le dossier Vidici à suivre avec Jean-Marc Diati. C'est la récréation ce matin au lycée Garçon de Bingéville. Dans le bâtiment de l'administration, au bureau du personnel d'éducation, règne une ambiance bon enfant. Ici, les inspecteurs et éducateurs scolaires s'activent. Suivi des dossiers de la scolarité, gestion des emplois du temps, entretien avec les parents d'élèves, des tâches au quotidien. En ce début d'après-midi, Marie-Mathilde est encore présente dans les classes à ce moment de la journée. Elle veille au respect du règlement intérieur de l'école. Vous gardez vos masques, vous restez fourrés tout le long de la journée. L'éducateur, il a un chronogramme d'activité en fait. Dès son arrivée en établissement scolaire, il démarre sa journée avec l'accueil des élèves, qui ne se fait désormais plus au portail, mais plutôt dans la cour de l'école. Il en profite pour faire un petit contrôle de l'aspect vestimentaire de l'élève. Surveiller, accompagner et administrer se résume en l'action du personnel d'éducation. Derrière ces vocables se cachent bon nombre d'enjeux et de situations. Calendrier scolaire perturbé, acte d'incivisme des élèves dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les inspecteurs d'éducation font leur état des lieux et expliquent.
Les apprenants qui ne sont pas toujours obéissants, qui ont des difficultés familiales qui impactent sur le travail ici. Responsables d'établissements, enseignants, éducateurs, tous subissent l'indiscipline de leurs apprenants. Au centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon, Gaëtan encadre des centaines d'élèves. C'est aussi depuis son bureau qu'il assure le suivi du travail de ceux qu'il appelle communément ses enfants. Au vu de leurs frasques, Gaëtan accuse. Il y a beaucoup, on est en formation professionnelle, qui savent pourquoi ils sont venus là, pourquoi ils sont là. On essaie de les accompagner comme on peut, mais il y en a beaucoup d'autres qui, par contre, il faut vraiment courir derrière eux. En réunion de rentrée, on invite les parents pour qu'on se rencontre. Ceux qu'on reçoit en première année avec leurs parents. Mais les parents ne viennent pas. Ici, ce sont les bulletins de l'année passée que les parents refusent de venir retirer. J'ai devant moi 3 BT d'éco. Ceux-là, ils ont eu leurs examens, ils sont partis. Mais sur 12 élèves, il n'y a que 2 parents qui sont présentés pour prendre les bulletins. La question de l'impact du personnel d'éducation sur l'encadrement des élèves touche plus d'un. Les éducateurs sont pointés du doigt. La réaction de certains enfants sur le terrain, vraiment, ce n'est pas satisfaisant. Mais on ne va pas les blâmer tout de suite. Il faut d'abord les soutenir à la base. Malheureusement, on assiste même à des situations où ce sont les éducateurs eux-mêmes qui empirent la situation des enfants. Par exemple, ils vont même avec nos filles. Les éducateurs, ils ne font pas vraiment le travail qu'il faut. Parce que la preuve, nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Si quelqu'un qui est suivi ne peut pas faire ce combat de la sorte. Pour moi, ils doivent se revoir les modes d'emploi, revoir les formations. Au lycée Djedji Amondi Pierre d'Adjamé, les élèves ont l'occasion de développer de nouvelles compétences tous les mercredis après-midi. La danse urbaine, le slam, les métiers de l'audiovisuel et de la mode sont au menu des séances. J'adore la mode, je veux percer dans ce métier. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir apprendre à l'école et envisager plus tard d'aller dans des agences. Grâce à ça, j'ai réussi à m'affirmer plus en classe, à parler sans gêne. Une alternative pour mettre les élèves dans de meilleures conditions de formation, selon Olivier. Si les établissements secondaires, même primaires, s'y mettent véritablement dans ce type d'activité, les jeunes apprenants n'auront pas le temps de pouvoir se livrer à la précipitation pour aller en congé, pour qu'on connaisse le cas de Bembresso comme on vient de le connaître, parce qu'ils auront de l'intérêt pour l'école. Malheureusement, c'est des types d'activités qui demandent beaucoup de moyens. L'Alliance syndicale du personnel d'éducation de Côte d'Ivoire, ASIPESI, veut s'inscrire dans la vision d'une école de qualité. Mis souvent au banc des accusés, les éducateurs en milieu scolaire revendiquent une nouvelle définition des rôles et des contours de leur mission. La fêtière veut en faire son cheval de bataille. Nous pensons que l'État aujourd'hui doit se pencher sur plusieurs éléments, parmi lesquels nous pensons qu'en premier, il nous faut revaloriser la note de conduite pour que le respect et la discipline s'installent dans les écoles, pour faire baisser le taux d'inadaptation, d'irrégularité. Il n'y a plus de kermesses, il n'y a plus de tournois interclasses. Et vous trouvez en fin de semestre ou de trimestre que les enfants sont laissés pour compte. Donc nous pensons qu'il faut revivre tout cela. La fonction d'éducateur est une profession peu ou mal connue selon les acteurs. Leur omniprésence est cependant remarquée dans le quotidien des établissements scolaires. Ce personnel d'éducation de Côte d'Ivoire a siégé durant 10 mois dans le comité scientifique des États généraux de l'éducation nationale. Objectif, donner un nouveau souffle au système éducatif ivoirien. Ce processus vient d'arriver à terme avec un contenu de 18 000 pages de réflexion. Éducateurs et inspecteurs d'éducation, tous fondent leur espoir en ces travaux initiés par le gouvernement. Le dossier ici de ce soir, personnel d'éducation, contribution à la réforme du système éducatif. Et au niveau de la formation professionnelle, il est question d'adapter les diplômes au marché de l'emploi. Un atelier vient justement de se tenir sur la question. Au terme des travaux, une réforme du secteur sera mise en œuvre pour résoudre ce problème. Grâce Kando. L'adéquation entre la formation et l'emploi, un sujet au cœur d'une rencontre. Le ministère de l'Enseignement technique, en 2021, a proposé 2 axes principaux concernant l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Il s'agit de l'école de la deuxième chance et de l'académie des talents. L'école de la deuxième chance
vise à former au métier les diplômés sans emploi, les déscolarisés et les non scolarisés, à l'effet de leur assurer une insertion professionnelle certaine et durable. De même, l'Académie des talents, programme phare du ministère, est destiné à créer un écosystème constitué d'établissements réhabilités ou construits, de partenaires académiques et du secteur productif en vue de mettre à la disposition des entreprises des diplômés de qualité. Selon le ministre de l'Emploi, des études menées ont démontré le déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi. Face à cette situation, de nombreuses actions ont permis d'apporter des réponses à cette problématique. On pourrait ici citer, entre autres, la réforme de la formation professionnelle, avec comme axe principal le partenariat avec le secteur privé. La formulation de projets d'insertion des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, femmes, personnes en situation de handicap, hommes de plus de 35 ans, par la conduite d'activités génératrices de revenus. La conduite d'études relatives à la promotion d'emplois dans des filières porteuses et à fort impact d'emploi en lien avec des ministères concernés par le TIC, l'environnement, l'agro-industrie. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale invite à une synergie d'action en vue d'accélérer les différentes réformes des politiques de la main-d'œuvre et d'emploi en cours. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de son côté, était à l'amphi A de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Adama Diawara a rencontré les associations d'étudiants. Les échanges ont porté sur les conditions de vie et de travail. Il leur a exprimé toute sa volonté de donner le meilleur cadre d'apprentissage. Déjà bientôt l'ouverture des restaurants des universités de Cocody et d'Abobo à Diamé et la construction d'un nouveau campus. Le reportage de Sephora Zegui. Échange convivial entre les 21 organisations d'étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Adama Diawara, leur ministre de tutelle. Il est venu demander aux étudiants de relever avec lui les défis qui s'imposent à l'enseignement supérieur et à la recherche. Pour Sinclair Alla, le secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, cet échange avec Adama Diawara est bienvenu. Le ministre a évoqué plusieurs points, notamment l'engagement qu'il avait pris auprès de la communauté estudiantine et l'engagement du gouvernement. Et il est revenu sur les promesses du gouvernement, la promesse de l'ouverture des 2 nouveaux restos, celui de l'université Félix Houphouët-Boigny et de Nagui-Aprobois. Nous sommes heureux d'entendre un membre du gouvernement dire cela. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur des réformes qu'il compte entreprendre pour la redynamisation de son secteur. C'est des réformes qui sont contenues dans la loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, laquelle loi est actuellement en débat au niveau du Conseil des ministres. Les nouveaux bacheliers qui seront orientés dans les universités publiques qui auront droit à au moins 1 mois de cours de mise à niveau. Et il y aura également la transition intercycle qui sera soumise à test, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a la licence 3 ne va pas s'inscrire automatiquement en Master 1, mais il y aura un test de sélection pour canaliser, pour faire en sorte que ceux qui vont en Master soient à un nombre optimal compte tenu des capacités d'accueil et d'encadrement des universités. Donc on a un certain nombre de réformes comme ça qui vont commencer à être appliquées. En marge de ces échanges avec les étudiants, Adama Diawara a fait un don en vivres et en numéraire d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Il veut ainsi leur permettre de rompre le jeûne pour les musulmans et venir en aide aux étudiants les plus démunis. Et justement, nous sommes dans les 10 derniers jours du Ramadan et mois de jeûne, mais également de partage et de générosité. Dans cette dynamique, la caravane de solidarité du député de Korogo commune, Lassina Ouattara, apporte son soutien à la communauté musulmane des localités de Kong et de Morondo, à Mississoko. La caravane de solidarité Ramadan de Lassina Ouattara, dit l'ASPR, poursuit sa tournée. C'est autour de Kong, à 145 km de Korogo, le village du chef de l'État Alassane Ouattara, de la recevoir après Abobo et Korogo. À l'esplanade de la célèbre mosquée tricentenaire de la ville, distribution de plusieurs kits alimentaires,
composée entre autres de riz, de l'huile de palme et des pâtes alimentaires. Lassina Ouattara, le député de Korogo commune, par ailleurs conseiller technique du président Alassane Ouattara, est aussi venu avec de quoi rompre le jeûne. Ce n'est pas la première fois que l'ASPR fait ce genre de don à Kong. Nous sommes vraiment très émus de sa contribution en ce mois de carême. Vraiment, ça va beaucoup soulager. Les gestes de solidarité qui se manifestent à l'endroit des populations, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, ne se limitent pas seulement à Abidjan, mais arrivent dans les coins les plus reculés du pays. Et c'est pour dire que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est complètement en phase avec ces populations. Cap sur Morondo, après Congo, une commune entre Boundiali et Kani au nord de la Côte d'Ivoire. Là également, la communauté musulmane a eu droit au kit alimentaire de l'honorable Lassina Ouattara. Monsieur le conseiller du président de la République est venu des bras chargés au nom du chef de l'État. Donc je voudrais en ce lieu saint remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, mais pour ce qu'il a fait aujourd'hui pour mes populations. Pour le collaborateur du chef de l'État, être aux côtés des populations en cette période de Ramadan, c'est respecter l'un des préceptes de l'islam. Dieu m'a donné ce courage et cette santé et je vais toujours continuer à donner ce qu'il puisse donner à la population de la Côte d'Ivoire. Et je dis merci encore au président de la République pour son soutien et merci à la première dame pour son soutien. Les guides religieux de Kong et Morondo ont prié pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, avant de faire des invocations à l'endroit du chef de l'État, Alassane Ouattara, et du donateur, l'ASPR. Et parlons à présent de l'accès des femmes à la propriété foncière. Un projet d'appui officiellement lancé ce jeudi. Un financement de plus de 2 milliards de francs CFA de l'USAID qui vise à renforcer l'inclusion et la solidarité. Il permettra de réduire les conflits et donner les moyens aux femmes de disposer de la terre comme les hommes. Espérance Diakale, Lansine Bakayoko. 2,6 milliards de francs CFA. C'est le financement mobilisé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID pour le projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière. Mis en œuvre en octobre 2021 pour une durée de 3 ans, ce projet vient renforcer l'accès des femmes aux services juridiques et régler les conflits d'ordre foncier dans les zones rurales et urbaines. Les communautés concernées vont être sensibilisées à partir des campagnes de communication et des plaidoyers sur le foncier et les droits des femmes. Le projet a été conçu pour faire face aux inégalités qui persistent en Côte d'Ivoire en matière d'accès à la terre. Et la terre étant la base de tout le développement, de l'agriculture, de l'activité économique, surtout au milieu rural. L'USAID a jugé nécessaire, en partenariat avec le gouvernement, à mettre en place ce projet pour pouvoir réduire ces inégalités. Nous sommes tous convaincus, n'est-ce pas, que la vision de l'État est correcte, que plus on enlève les obstacles qui empêchent les femmes de s'épanouir pleinement, plus on enlève ces obstacles, mieux c'est pour la société tout entière. Tout le monde y gagne. Au cours de ce projet, une enquête sur les connaissances, les aptitudes et les pratiques relatives aux genre a été menée afin de collecter des données liées à la conception qu'ont ces populations du foncier. Nous nous félicitons donc des résultats de cette étude qui propose une stratégie pour une approche plus pertinente dans la perspective de l'amélioration de l'accès des femmes à la propriété foncière. Il est véritablement important pour nous que les femmes qui sont à la base de la sécurité alimentaire de notre pays puissent avoir accès au foncier pour pouvoir exprimer tout le dynamisme qu'on leur connaît au niveau de la production et de la transformation de nos productions agricoles. Le projet est mis en œuvre dans 6 régions du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les villes retenues pour les principales activités sont Korogo, Man et Diglo. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a visité le village Onessi de Korogo pour s'imprégner du déroulement de l'opération d'enrôlement à la CNI. Amadou Koulibaly a apporté l'aide des cadres et opérateurs économiques aux couches défavorisées afin de se faire enrôler pour l'obtention de la nouvelle carte nationale d'identité. 20 millions de francs CFA pour offrir 4000 timbres aux populations. Ami Sissoko. Mairie de Korogo. Village Onessi.
Le ministre Amadou Coulibaly remet au maire Lassana Coulibaly 20 millions de francs CFA, l'équivalent du prix de 4 000 timbres d'enrôlement. C'est le don des opérateurs économiques et cadres de la ville de Korogo pour aider les populations économiquement faibles à se faire enrôler en vue de l'obtention de la nouvelle carte nationale d'identité. Les timbres seront donnés à ceux qui en ont vraiment besoin, à ceux qui sont démunis, à ceux dont on connaît les difficultés financières. C'est pour cela que le ministre a demandé qu'on crée une équipe qui va gérer tous ces fonds-là. Donc je lui dis merci. Selon les statistiques de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, dans le département de Korogo, la population cible à enrôler est estimée à 325 828 personnes. Seuls 136 000 sont enrôlés. Après la fermeture du village ONESI, les enrôlements se poursuivent dans les différents centres. En ce qui concerne la ville de Korogo, nous avons 13 centres répartis dans les différents quartiers. En ce qui concerne les réclamations, un numéro est ouvert, le 1340. Pour encourager les populations à se faire enrôler massivement, le ministre Amadou Coulibaly a sollicité le déploiement de plusieurs équipes de l'ONESI dans la région du Poro, notamment dans les villes de Korogo, Mbengue, Dikodougou et Nguembe. Ce que nous voyons, nous pouvons dire déjà que le déploiement de ces équipes mobiles est un succès. C'est une façon de rappeler aux populations que les cas d'identité établis donc depuis 2009 sont arrivés à expiration, mais qu'en même temps, l'État fait tout pour leur faciliter donc, les démarches pour pouvoir avoir ces nouvelles pièces. Dans le département de Korogo, 90 000 nouvelles cartes nationales d'identité ont déjà été distribuées et 18 000 attendent d'être retirées. Et nous conduisons à présent à Murano. C'est une des îles qui fait partie des contrées de Venise en Italie. L'endroit est magnifique et réputé pour sa longue tradition de verrerie. De nombreux visiteurs s'y rendent pour découvrir le musée du verre qui retrace son histoire sur des siècles. L'expression de l'art de Murano, son modèle économique et social des 15 et 16e siècles sont passionnants. Vous allez voir les lustres, bijoux, des pièces uniques entièrement réalisées à la main. Ce sont des fruits de l'imagination et de la créativité des artisans. On part alors à leur découverte avec nos envoyés spéciaux en Italie, Walter Amadou Ouattara et Adama Kéré. On trouve quelque chose qui coûte dans les 500, 600 euros. Par exemple, je prends ça, que c'est vraiment splendide. Il y a des morceaux en verre qui sont soufflés. Malgré cet accent italien, rassurez-vous, vous l'avez bien entendu. L'objet, qui à vue d'œil est d'une simplicité physique, coûte plus de 350 000 francs CFA. Fluvio, directeur à la vente à la verrerie artistique Vivarini de Murano et son équipe nous feront découvrir d'autres bijoux et des pièces plus chères que celui qu'il vient de présenter à l'instant. Ici sont exposées au moins 8000 œuvres artistiques ou utilitaires indispensables pour le quotidien de l'humain. Des pièces uniques en verre, toutes aussi belles les unes que les autres. Elles sont entièrement réalisées à la main. On a juste fait un petit coupe coloré et un petit cheval qui est massif. La température du four, comme déjà dit, c'est de 1200 degrés centigrades. À l'intérieur, il y a du sable. C'est un sable blanc, c'est le sable de silice qui s'est mélangé avec la soude, la chaux et la potasse. Ces quatre composants sont à l'intérieur du four. Il y a des briques de matériel réfractaire. Et le four, c'est toujours un travail 24 heures. Pour les couleurs, on ajoute différents oxydes minéraux. On utilise du cobalt pour le bleu, du cuivre pour le vert, des sélénium avec de l'or pour le rouge. Il n'y a pas une école, mais il faut 10 ans, 12 ans d'expérience pour devenir de maître verrier. Dans l'île de Murano, on a encore aujourd'hui 50-51 différents ateliers. Et chaque atelier a une famille différente et une spécialité différente du travail. Après la démonstration de la fabrique des pièces, l'histoire de quelques grands maîtres qui l'ont marqué. Mio Signoretto, c'est le plus important maître verrier qu'on a eu le plaisir de travailler avec.
depuis, disons, le début de notre histoire, pendant les 1967. La collaboration a duré jusqu'au 2017 quand, malheureusement, au-dedans de l'usine, il a eu un malheur et il est mort dans son usine en faisant la dernière pièce que nous, on a encore chez nous et que nous ne vendons pas. Vous voyez les maîtres travailler avec les instruments qu'ils utilisent. Ce sont les mêmes qu'il y avait à Milan. Parce que si vous avez la chance d'aller à quel que soit un musée qui parte vers et voir l'iconographie des instruments, ce sont toujours les mêmes avec les mêmes noms. Depuis des siècles, la tradition se perpétue et la forge continue de garder son style ancien lié à l'art de Murano des 15e et 16e siècles. Après avoir admiré des verres d'une incroyable légèreté, les glaces gravées et décorées, les vases aux formes et aux couleurs différentes, les sculptures modernes, on ne peut pas tous les citer, la délégation ivoirienne ne cache pas sa volonté de s'en inspirer. Il s'agit pour nous de comprendre d'abord le génie industriel, de saisir le génie artistique, y compris les techniques de verroterie, mais aussi le modèle économique. De s'en inspirer pour pouvoir nous-mêmes mettre en place notre propre modèle de développement. Et c'est le sens de la mission qu'a autorisée Madame le ministre de la Culture. Disons-le, haut et fort, ici, on vit de l'artisanat. Voilà de quoi donc à faire un tour à Murano en Italie, au musée du verre. C'était un reportage de Walter Amadou Ouattara et Kéré Adama. Dans le reste de l'actualité, l'armée française annonce avoir filmé des images qui, selon elle, montrent les coulisses de la fabrication du Nymphox par les Russes de la société Wagner au Mali. On y voit des hommes enterrer des corps près de la base de Gossi, une base que les Français ont rendue aux militaires maliens il y a quelques jours. Pour les militaires français, cette manœuvre vise à les accuser d'avoir laissé derrière eux un charnier. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que l'écureuil aveugle ne s'éloigne jamais de son trou. Dieu le voulant, on se retrouve demain.